déjà vous dire le plaisir que j'ai à être pour la première fois de ma vie à la braderie de Lille, événement populaire. Et remercier infiniment tous les militants et militantes qui nous permettent de nous exprimer ici. Parce que même dans les moments de plaisir populaire, comme celui que nous avons aujourd'hui à nous retrouver toutes et tous, et bien même dans ces moments-là, la politique destructrice d'Emmanuel Macron nous poursuit. Pourquoi? Parce que ici, votre plat roi, c'est la moule frite. Eh bien, même les moules frites sont aujourd'hui touchées par l'inflation. Vous avez une augmentation drastique du prix des pommes de terre cet été qui font que le prix des pommes de terre a augmenté de 30%. Sur les moules, qui, vous le savez, sont importées des Pays-Bas, avec l'augmentation de l'énergie et de l'acheminement, vous avez plus 25% sur le prix des moules. Et puis, si vous êtes un peu gourmand et que vous prenez de la mayonnaise, par exemple, quand vous voyez plus 30% sur les œufs, plus 30% sur l'huile, et nos voisins belges chez qui la mayonnaise a augmenté en prix de 50% et le ketchup de 55%, vous voyez que l'inflation nous poursuit partout. Je le dis un peu avec de l'humour, mais c'est aussi une démonstration à faire un peu partout, pour montrer que partout la politique s'occupe de nous. Et qu'aujourd'hui, la vie chère est devenue un fléau qui touche l'ensemble des secteurs de notre vie. Cet été, nous avons appris que, grâce à la politique magnifique de ce gouvernement, l'électricité allait de nouveau augmenter de 10%. Les loyers ont augmenté de 7% cette année. Vous pourrez dire merci aux macronistes et au Rassemblement national qui l'ont voté main dans la main. Les petits commerces, et je pense par exemple aux boulangers, subissent eux aussi de plein fouet la hausse de l'énergie, au point qu'on n'avait jamais vu en France une marche des boulangers aussi grande pour dire il n'y aura plus de boulangerie dans ce pays si on ne fait pas quelque chose sur la question de l'énergie. Les salaires, évidemment, qui ne suivent pas l'inflation et donc qui en niveau réel baissent. L'inflation est partout, jusque dans la faim qui disloque le pays, avec un Français sur 6 dans ce pays qui dit qu'il ne mange plus à sa faim. Et jusqu'à la rentrée, qui aura lieu pour beaucoup d'enfants demain, ou après-demain, on n'est pas encore dimanche, où les fournitures scolaires ont augmenté de 11%. Alors, je vous dis ça, mais apparemment, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Parce que Elisabeth Borne, la Première ministre, nous a expliqué que, il y a quelques jours, fin août, que nous avions atteint le pic de l'inflation. Et hier, Bruno Le Maire nous disait encore mieux, encore plus rassurant, en nous annonçant un accord conclu entre industriels et distributeurs pour, je cite, casser définitivement la spirale des prix dans les rayons avec 75 grands industriels, où Bruno Le Maire leur a demandé de s'engager dès septembre jusqu'à mi-octobre à ouvrir des négociations pour une conclusion de négociations qui pourrait arriver début 2024. Alors là, vous êtes totalement rassurés de savoir que si les industriels et les distributeurs ont la gentillesse de baisser les prix, alors que peut-être que début 2024, la situation des prix devrait s'améliorer. Sauf que, déjà, les puissants de ce pays n'ont aucune idée de l'urgence qui étrangle des millions de familles qui ne savent pas comment ils vont terminer au 15 du mois. Et que décidément, ces gens pensent que le peuple français n'est pas intelligent. Parce que ce coup-là, ils nous l'ont fait 20 fois. Vous vous rappelez du moment où Bruno Le Maire expliquait et demandait au patron, gentiment, poliment, si, s'il vous plaît, il pouvait augmenter les salaires. Que s'est-il passé? Absolument rien, au point que partout, les gens ont dû se battre pour essayer de gagner, boîte après boîte, des augmentations de salaire. Et je veux ici redire la fierté que nous avons à voir les salariés de Verbaudet qui ont gagné cette lutte et qui rappellent à l'ensemble du pays que jamais la lutte n'est vaine et que la valeur travail n'existe pas. Ce qui existe dans ce pays, c'est de donner une vraie valeur et donc un vrai salaire au travail. Alors quand je vous dis qu'ils nous l'ont déjà fait 20 fois, je ne suis pas l'un du compte. Je vous rappelle les épisodes précédents. Novembre 2021, Bruno Le Maire. L'inflation est temporaire.
Mars 2022, je ne crois pas à un choc inflationniste. Juin 2022, l'inflation, va durer encore quelques semaines. Juin 2022, nous sommes au cœur du pic. Juillet 2022, nous sommes au pic de l'inflation. Elle va commencer à baisser en 2023. Ça, c'était Olivier Véran. Août 2022, nous sommes au pic de l'inflation. De nouveau, Bruno Le Maire. Vous voyez qu'on commence à les croire beaucoup. Hein. De nouveau, Bruno Le Maire, cette fois-ci en décembre 2022. L'inflation devrait commencer à baisser mi-2023. Bruno Le Maire, toujours, hein, février 2023. Inflation, il n'y aura pas de Mars rouge. Et il disait, oui, la situation est difficile, mais les résultats de l'économie française sont solides, le chômage continue de baisser, comprendre radier les chômeurs, et je maintiens que nous devrions sortir de l'inflation vers la mi-2023. Février 2023, cette fois-ci Emmanuel Macron, le pic de l'inflation sera atteint ce trimestre. Et de nouveau, août 2023, je vous en parlais, Elisabeth Borne, le pic de l'inflation est passé. Personne ne peut plus croire en Emmanuel Macron. Seul Emmanuel Macron croit encore en Emmanuel Macron. Et évidemment, les mêmes recettes vont mener aux mêmes échecs. Ça se passe toujours comme ça. Alors, quel est le résultat de cette politique de confiance au marché, de supplique aux industriels de faire quelque chose? Eh bien, il est simple. C'est un chiffre que l'INSEE a fait paraître qui montre que 9 millions de personnes dans ce pays sont en précarité, en privation matérielle. Qu'est-ce que c'est la privation matérielle? C'est un indicateur de l'INSEE qui calcule le nombre de gens qui doivent se priver sur 13 besoins qu'ils ont identifiés, d'au moins 5 de ces 13 besoins. Je vous en liste quelques-uns pour que vous compreniez dans quelle situation sont 9 millions de personnes dans le pays. C'est par exemple lorsque vous avez au moins 2 paires de chaussures en bon état, lorsque vous pouvez chauffer votre logement correctement. C'est par exemple lorsque vous pouvez faire une dépense inattendue. Donc, quand vous disiez 9 millions de personnes en situation de privation matérielle, c'est indigne d'un pays aussi riche que la France. Voilà à quoi ça a mené. Alors, ça a eu d'autres effets. Certains s'en tirent très bien. Les profiteurs de crise, eux, ne cessent de se gaver. Et la preuve, c'est que nous avons appris cet été que la France, cocorico, j'espère que Bruno Le Maire va s'en réjouir, était devenue le 3e pays au monde en termes de nombre de millionnaires et que, cocorico de nouveau, eh bien, pour le CAC 40, nous avions atteint un nouveau record de dividendes puisqu'ils ne cessent d'accroître leur record avec 46 milliards de dividendes qui ont été distribués ces 3 derniers mois. Le résultat, c'est enfin que la consommation populaire dans notre pays n'a jamais été aussi basse. Elle n'a jamais été aussi faible depuis 33 ans dans notre pays. Et qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire que le carnet de commandes des petites et moyennes entreprises ne se remplit pas. Donc que vous allez avoir des emplois qui sont détruits, plus de chômage et une désorganisation totale de l'économie. Je veux le dire ici avec force. L'inflation n'est pas une fatalité, c'est un choix politique. Alors, puisque ce gouvernement ne semble avoir aucune idée, à part demander sans cesse, eh bien, nous allons, nous, lui fournir une idée, pas seulement une idée, le texte est déjà prêt. Il a été déposé en novembre 2021 dans le cadre de notre niche parlementaire et il avait été présenté à l'époque par Jean-Luc Mélenchon et Ugo Bernalicis qui est dans le fond en train de discuter. Ce texte, de servir de la bière, encore pire, ce texte, c'était le texte sur le blocage des prix à la baisse. Eh bien, s'ils n'ont pas d'idée, nous leur donnons le texte immédiatement. De même que hier, nous avons déposé un texte de loi pour interdire la réduflation. Qu'est-ce que c'est la réduflation? La réduflation, c'est quand vous avez un industriel qui décide de cacher une hausse de prix. Par exemple, vous prenez un paquet de chocolat, vous gardez le même prix, donc officiellement le prix n'a pas changé, mais vous réduisez la quantité. Eh bien, nous avons déposé un texte hier pour proposer que ça soit considéré comme une arnaque, quelque chose de trompeur de la part de l'industriel, et donc que ça soit purement et simplement interdit. Alors lui, Bruno Le Maire, il préfère faire autrement. Bruno Le Maire, lui, il propose que peut-être qu'on essaye d'indiquer aux consommateurs qu'il y aurait
une réduflation qui aurait été faite, c'est-à-dire absolument rien, et ça viendra là aussi d'échecs. Alors le blocage des prix, bon, les macronistes l'avaient refusé en novembre 2021, depuis on a eu de cesse de le redire, mais alors Bruno Le Maire redit que le blocage des prix, s'il le refuse, c'est parce que c'est la pénurie. Alors, pourtant, je crois que c'est quand c'est Bruno demande, Bruno supplie, Bruno incite, c'est ça qui crée la pénurie pour des millions de gens dans ce pays. Et le pire, c'est qu'ils utilisent l'échec de leur politique pour nous expliquer qu'ils ne pourraient pas augmenter les salaires. En gros, leur stratégie et leur théorie, c'est un peu comme le ruissellement, dont on n'a jamais vu la couleur et qui n'existe pas. Mais alors, comme le ruissellement, il y aurait une boucle salaire-prix. Je vous explique ce que ça veut dire. On augmenterait les salaires, du coup, ça ferait augmenter les prix, et donc surtout, il ne faut pas augmenter les salaires. Eh bien non, c'est des gros menteurs comme d'habitude. Parce que ce qui existe dans ce pays, ce n'est pas une boucle salaire-prix, c'est une boucle profit-prix. Et c'est l'Institut La Boétie qui l'avait montré en disant que quand on augmentait les prix, notamment des produits alimentaires, c'était dû à 70% par l'augmentation du profit des industriels. Donc c'est leur marge qu'il faut casser et c'est pourquoi il faut faire le blocage des prix. Et je vous le dis juste pour que vous soyez à l'aise, les autres qui disent ça, c'est le FMI, qui est bien connu comme étant une organisation insoumise, et qui dit, je cite, « La principale source de l'inflation, c'est la hausse des profits des entreprises. » Alors, nous pouvons casser cette spirale de la vie chère. Oui, nous continuons d'être les partisans et les partisanes du SMIC à 1 600 € net, de l'augmentation des minima sociaux et de tous les salaires avec la conférence pour les salaires. Oui, nous sommes ceux qui nous battons pour l'indexation des salaires sur l'inflation, pour le blocage des prix de première nécessité à la baisse, ainsi que sur les loyers, évidemment. Et nous sommes celles et ceux qui continueront de dire qu'il faut taxer les super-profits dans ce pays. La garantie d'autonomie pour tous les jeunes, la cantine gratuite, voici ce que ferait un gouvernement de l'Union populaire immédiatement pour mettre fin à la vie chère. Alors, oui, nous sommes inquiets car Emmanuel Macron rabaisse la France. Il rabaisse la France quand dans le 7e pays le plus riche au monde, 11 millions de personnes sont sous le seuil de pauvreté, qu'en 10 ans, le nombre de personnes sans abri a été multiplié par 2 et que le nombre de personnes qui sont bénéficiaires de l'aide alimentaire a lui été multiplié par 3. Oui, Macron rabaisse la France. Et je voudrais dire qu'assez souvent, on regarde quel est l'état de santé d'un pays à la manière dont il traite les aînés, catastrophique dans ce pays, je ne vais pas développer, mais aussi à la manière dont il traite ses petits. Et je vais le redire autant de fois qu'il le faudra, autant de fois jusqu'à ce que le gouvernement réagisse enfin à ce fait effrayant que j'ai encore rappelé aux amphis cette année. La mortalité infantile recommence à augmenter dans ce pays et nous avons même dépassé la moyenne européenne depuis 2015. Nous étions le 5e pays de l'OCDE avec la mortalité infantile la plus basse en 1980. Grâce à Macron et consorts, nous sommes aujourd'hui classés 20e, derrière la Grèce, la République tchèque ou encore la Lituanie. Je le dis avec force parce que je veux qu'ils répondent sur cette question. Comment est-ce possible qu'un pays aussi riche que le nôtre laisse mourir des nourrissons? Parce qu'un pays qui laisse mourir des nourrissons est un pays qui abandonne son avenir. Oui, Macron rabaisse la France. Là aussi, quand nous apprenons cette semaine que 2000 enfants vivent à la rue, ce qui est une augmentation de plus 20% en un an, une augmentation dramatique. Et sur ces 2000 enfants, 480 ont moins de 3 ans. Il y a 3 millions de logements vacants dans ce pays, je le rappelle. Et il n'y a aucune raison, aucune, que personne ne dorme à la rue et encore moins des enfants, puisque je le rappelle, c'est une des choses qui est dans la Convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par la France.
Macron rabaisse la France quand un enfant en situation de handicap sur 4 n'a pas le droit à une scolarité digne. Oui, Macron rabaisse la France quand une personne sans abri sur 4 est un ancien enfant placé de l'aide sociale à l'enfance, 1 sur 4. Oui, Macron rabaisse la France quand dans le Pas-de-Calais, juste à côté, les enfants sont les premières victimes de saturnisme du fait de la contamination du sol au plomb. Lors des révoltes sociales de ce pays suite au meurtre de Naël, la seule réponse de la Macronie n'a pas été d'abroger la loi de 2017 qui a permis ce permis de tuer. Elle n'a pas été de changer l'IGPN, pas été de changer radicalement les choses qu'il faut faire dans la police pour que nous retrouvions une police républicaine. Non, la seule réaction de la Macronie a été de mettre en cause les parents. Eh bien, je le dis ici avec vous, alors que 3 millions d'enfants dans ce pays vivent sous le seuil de pauvreté, le seul mauvais parent, c'est l'État sous Emmanuel Macron. Alors, en début de semaine, nous prendrons, nous, la responsabilité avec le groupe parlementaire de la France Insoumise de présenter un plan d'urgence pour les enfants. Là aussi, car nous nous refusons à un recul aussi fort dans un pays aussi riche que le nôtre. Il paraît que Darmanin est dans la braderie. Et moi aussi, je voulais vous conseiller de faire attention aux mauvaises rencontres, même si j'ai entendu quelqu'un ici dire que peut-être que la mauvaise rencontre, ça serait pour lui de rencontrer un insoumis qui lui rappellerait à quel point vous détestez sa politique. Pourquoi pas? Alors, je veux profiter de sa présence quelque part par ici pour redire avec force à quel point nous trouvons abject, s'il n'y a pas d'autre mot, ce qu'il a envoyé comme consigne au préfet pour demander à ce qu'on expulse les familles des jeunes qui ont exprimé leur colère suite au meurtre de Naël de leurs logements sociaux. Nous trouvons cela abject pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en droit français, la punition collective n'existe pas et qu'il existe un principe de base qui s'appelle l'individualisation des peines. La deuxième, c'est que expulser les parents, les frères, les sœurs d'un jeune qui aurait commis un délit et d'une injustice crasse qui va pousser des familles entières vers l'errance, le squat et la misère. Enfin, parce que non, monsieur Darmanin, un logement n'est pas un luxe ou un cadeau qu'on donnerait à des gens qui se comporteraient bien. Un toit, c'est d'abord un droit. Et je le redis ici, monsieur Darmanin ferait bien de revenir au sens des responsabilités plutôt que de fanfaronner sans cesse en tentant d'être le ministre de Marine Le Pen. Je parlais de la Convention internationale des droits de l'enfant. Dans la Convention internationale des droits de l'enfant, il est inscrit, la France l'a ratifié, que tout enfant a le droit à un logement, et y compris lorsque vous êtes le frère, la sœur de quelqu'un qui aurait commis un délit. Qu'il revienne un peu au sens des responsabilités. On ne fait pas ça dans ce pays. Alors, Macron rabaisse la France aussi à l'international. Et je voudrais vous raconter cette rencontre que j'ai eue avec Clément Voulet. Clément Voulet qui est le rapporteur spécial à l'ONU, qui est spécialement dédié aux questions de liberté publique. Déjà, je dois dire que nous sommes le seul groupe parlementaire à avoir reçu Clément Voulet et que le gouvernement n'a pas voulu le recevoir. Et que Clément Voulet nous a expliqué quelque chose qui est extrêmement grave. Il nous a expliqué que là, il était en quelque sorte en mission d'observation, mais que s'il n'avait pas d'invitation officielle du gouvernement, il ne pouvait pas produire de rapport. Et que comme il demande, depuis les Gilets jaunes à la France, de pouvoir être invité officiellement pour faire un rapport et que le gouvernement ne lui répond pas, eh bien ce que fait le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est bloquer un rapport du rapporteur spécial aux libertés de l'ONU pour ne pas être pointé du doigt. Et il m'a raconté quelque chose qui fait mal à entendre lorsque vous aimez votre pays.
Il me disait « Je suis inquiet de la dérive autoritaire que vous nous décrivez. Je suis inquiet évidemment pour le peuple français, de ce que cela implique, mais je suis surtout inquiet de ce que cela veut dire pour le reste du monde. » Et il me donnait un exemple en disant qu'un peu avant, il était au Zimbabwe. Et qu'au Zimbabwe, alors au Zimbabwe, les ministres le reçoivent, hein, pas en France, mais bon. Au Zimbabwe, il va voir un ministre du gouvernement et lui fait part d'un certain nombre d'observations. Et le ministre l'a regardé et lui a dit « Vous faites quoi pour la France? Commencez d'abord à vous occuper de la France, après vous viendrez nous expliquer ce que nous on doit faire. » Voilà ce à quoi se sentent autorisés les gens partout dans le monde, de même qu'à Hong Kong. Ils avaient fait la même loi anti-masques et anti-casseurs, comme ils appelaient, que celle de la France. Lorsque la France réprime son peuple, alors tant de pays se sentent autorisés à faire de même. Et c'est en cela que c'est extrêmement grave. C'est aussi pour cette question des libertés publiques que nous marcherons le 23 septembre avec la justice sociale, la fin des violences policières et pour dénoncer le racisme systémique dans la police. De même, je voudrais avoir un mot et une pensée pour ce qui se passe actuellement au Gabon. Parce que là aussi, Emmanuel Macron rabaisse la France avec l'échec de sa politique en Afrique depuis maintenant des années. Je voudrais d'abord redire en notre nom à toutes et tous notre solidarité au peuple gabonais. Et que ce que nous voulons d'abord, c'est que la volonté souveraine du peuple gabonais soit respectée. Et que un Emmanuel Macron, qui n'a eu de cesse d'exprimer son soutien au clan Bongo, n'a aucune leçon à donner et que les Gabonais n'ont aucune leçon à recevoir de quelqu'un qui a commis la faute politique de recevoir encore, en juin dernier, en grande pompe, Ali Bongo à l'Élysée. Oui, Emmanuel Macron rabaisse la France. Et quand vous voyez que la France n'a rien vu sur les multiples coups d'État au Mali, au Niger, au Burkina Faso, que la France aujourd'hui n'a plus de voix crédible à l'international, n'est plus écoutée notamment parce qu'il y a des géométries variables dans les discours à tout va. Et un président Emmanuel Macron qui non seulement continue cette politique, mais ose dire au Burkina Faso, devant la presse nationale et internationale du président burkinabé, qu'il serait parti réparer la clim. Voilà le type de mépris qu'Emmanuel Macron impose au peuple français, mais aussi dans nos relations extérieures. Eh bien oui, alors la voix de la France n'est plus crédible et n'est plus écoutée. Et nous avons une antériorité sur cette question. Parce que depuis le début de l'opération Serval et Barkhane, nous demandons à ce qu'il y ait des débats et des votes à l'Assemblée nationale. Et je veux dire ici que nous rendons évidemment hommage aux 58 militaires qui ont été tués depuis le début de ces opérations. Et que ce ne sont pas les militaires que nous mettons en cause, qui eux obéissent aux ordres qui sont donnés. C'est ce que nous mettons en cause, c'est quels sont les ordres qui sont donnés. Quelle est la stratégie qui est développée? Nous avons demandé 1000 fois, pourquoi sommes-nous en opération militaire? Pour combien de temps? Avec quel objectif? Le résultat, c'est qu'il n'y a eu qu'un seul vote à l'Assemblée nationale en 9 ans sur cette question démocratique cruciale. Je le dis ici, ce que nous redisons, c'est que une politique uniquement militariste n'est pas une politique viable. Et ce que nous voulons réaffirmer avec force, c'est que notre unique boussole, nous, à la France insoumise, c'est de continuer d'avoir des liens avec les peuples des pays africains. Macron n'a toujours pas compris que les peuples africains n'étaient pas la variable d'ajustement de je ne sais quelle puissance. Et que ce que nous voulions nous construire, avec la stratégie de non-alignement, qui ne veut pas dire neutre, mais non aligné sur aucune des puissances, c'est justement des relations d'égal à égal, qui soient basées sur des coopérations autour des biens communs, autour de la francophonie que nous avons en partage, autour de l'écologie alors que nous avons tant à apprendre, à l'heure
de l'incertitude du dérèglement climatique, sur la manière dont font beaucoup de pays en Afrique, et notamment sur la politique forestière au Gabon. Oui, Macron abaisse la France. Et dans une interview encore récente, il disait que sa boussole, c'était ordre, ordre, ordre. La nôtre est tout autre. La nôtre, c'est liberté, égalité, fraternité. Alors, en cette rentrée, partout dans le pays, dans les groupes d'action à l'Assemblée nationale, nous sommes au combat. Et ce combat est clair. Il existe une alternative politique dans ce pays. Grâce au combat quotidien que nous menons, nous ne sommes pas condamnés à vivre sous Emmanuel Macron ou sous Marine Le Pen. Et je voudrais, puisque je suis à Lille, terminer par un hommage à Martha Desrumaux. Martha Desrumaux a été adjointe ici, dans la ville de Lille. Elle a surtout été une militante ouvrière, très connue et emblématique du Nord, une résistante au fascisme, une communiste, une syndicaliste et une féministe. Martha, je veux vous en parler un peu parce que malheureusement, elle a été largement oubliée alors qu'elle a joué un rôle majeur dans l'histoire. Martha Desrumaux entre à l'usine à 9 ans. Elle se syndicalise à 13 ans. À 20 ans, elle mène sa première grève avec les autres ouvrières de l'usine et elle la gagne. En 1933, elle comprend avec ce qui se passe en Allemagne que le fascisme réussit à créer des liens entre les grands financiers et ceux qui subissent la politique qui est menée, notamment des chômeurs ou des ouvriers. Et donc, pour empêcher ce rassemblement, elle organise une grande marche de Lille jusqu'à Paris, enfin Saint-Denis, puisqu'on lui a interdit de défiler à Paris, ça vous rappellera des choses. Donc de Lille jusqu'à Saint-Denis, qu'elle appelle la marche de la faim, la marche des chômeurs, pour essayer d'empêcher ce rassemblement. En 1936, elle est la seule femme ouvrière à participer aux négociations des accords de Matignon. Et au patron qui juge que les salariés seraient trop payés, elle amène directement les fiches de salaire des ouvrières qu'elle donne directement au patron. Accord de Matignon qui, avec le Front populaire, donnions lieu, je vous le rappelle, aux congés payés, aux conventions collectives, à la passage à la semaine de travail de 40 heures, à l'augmentation des salaires entre 7 et 15%. En 1940, sous l'occupation allemande, elle organise en clandestinité la plus grande grève de l'Europe occupée. Et sur 143 000 mineurs, 100 000 mineurs se mettent en grève. Elle organise ainsi cette énorme grève et des manifestations de femmes. Cette grève a coûté énormément aux Allemands. Alors, derrière, la répression est violente. Il y aura des dizaines de fusillés. 244 mineurs seront déportés. 450 personnes arrêtées. Et évidemment, ce qui les intéresse, c'est les meneurs. Je rappelle que, en plus de Martha Desrumaux, il y avait Émilienne Maupetit, pour lequel Jean-Luc Mélenchon avait organisé à Hénin-Beaumont une marche nationale pour se rappeler de ce que cette femme, qui a été, elle, tuée, avait fait d'extraordinaire. Alors, les meneurs sont recherchés et Martha Desrumaux se fait elle-même arrêter en août 1941 et déportée au camp de Ravensbrück, dont elle ressortira vivante. Je veux rendre d'abord hommage, à travers elle, à toutes celles et ceux qui luttent et nous rappeler toujours que nous continuons ce combat lorsque nous portons le triangle rouge que portaient les déportés politiques et qui nous rappellent que le combat contre le fascisme et le combat pour des droits nouveaux sont intimement liés. Nous continuons le combat de Martha Desrumaux lorsque nous disons que jamais nous n'abandonnerons le combat pour la retraite à 60 ans et la 6e semaine de congés payés.
Nous continuons son combat lorsque nous nous battons pour la souveraineté du peuple. Nous continuons son combat et nous marchons sur ses pas. Lorsqu'elle disait en mars 1958 au comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale: pour ceux qui ont connu la véritable résistance du maquis, il peut paraître vain de parler de résistance dans un camp de concentration. Il est vrai que l'immense masse des détenus à Ravensbrück était amorphe, affaiblie par la sous-alimentation, usée par le travail, minée par la maladie, courbée sous la menace des sanctions de toutes sortes. Il est exact que pour la plupart de ces malheureuses vivant au jour le jour, les seules préoccupations étaient de s'approprier un tricot, un chiffon, un bout de ficelle, de resquiller un quignon de pain, une cuillerée de soupe, d'échapper à une corvée, d'éviter l'écho, en un mot, de survivre. Mais il est certain aussi que de cette masse se dégageait de temps en temps une âme mieux trempée, un caractère sinon un organisme plus résistant, une sorte de bouée qui surnageait et à laquelle les faibles se raccrochaient. Chacune était déjà un embryon de résistance et c'est leur réunion qui constitua une véritable organisation de résistance. Oui, rappelez-vous toujours que dans des situations aussi difficiles soient-elles, que chacun et chacune ait cet embryon de résistance qui permet au peuple de garder la tête haute et de dire oui, un autre monde est toujours possible, nous ferons advenir ces jours meilleurs. Je vous donne rendez-vous le 23 septembre. Merci infiniment à vous.